Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette conférence qui a pour thème les 7 Sciences Po du concours commun. Il existe aussi 3 autres Sciences Po que je vais citer ici, mais on se concentrera sur le réseau Sciences Po. Les 3 autres sont donc Sciences Po Paris, qu'on ne présente plus, Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Grenoble. Mais voilà, on va se concentrer sur ce réseau-là qui attire quand même 10 000 candidats pour 1000 places chaque année sur le concours post-bac. Et du coup, on va essayer de répondre à toutes vos questions sur ce concours qui est aujourd'hui sur Parcoursup. Moi, je me présente, je suis Sylvie Le Charbonnier, je suis journaliste au Monde et je suis entourée pour cette conférence de 3 directeurs du réseau. Tout d'abord, avec moi en plateau, Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Non mais tout va bien. Olivier Brossard, qui est directeur de Sciences Po Toulouse, et Pierre Mathieu, qui est directeur de Sciences Po Lille. Bonjour à vous trois. Vous disposez d'un chat, vous les internautes, pour nous poser toutes vos questions. Le chat m'apparaît sur un écran en face de moi, donc je relayerai vos questions au fur et à mesure de ces 45 minutes de conférence. Et voilà, nous pouvons déjà donc débuter. Pierre Mathieu, je vais commencer par vous et par le concours. C'est vrai qu'on se pose des questions sur le concours. Enfin, l'année dernière, le concours a été chamboulé à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, vous espérez revenir en tout cas à des épreuves écrites. Comment va se passer le concours en 2021 et est-ce que vous pouvez me donner les grandes dates et les grands contours des épreuves? Oui, bonjour à tout le monde. Alors effectivement, vous venez de le dire, hein, ce que je vais dire maintenant concerne la vie normale, d'accord, la vie hors Covid, c'est-à-dire le concours tel qu'on a prévu de l'organiser si les choses se passent bien. Je pense qu'un peu plus tard dans le chat, on aura peut-être l'occasion de parler de ce qui pourrait se passer si la situation sanitaire continue à être dégradée. Alors ce concours, il a lieu le 24 avril prochain. Il est ouvert au bac 0 et au bac plus 1. L'inscription, comme vous l'avez dit tout à l'heure, passe maintenant par Parcoursup, et uniquement par Parcoursup. Donc je rappelle que Parcoursup sera ouvert à partir du 20 janvier jusqu'au 11 mars prochain. Donc c'est par Parcoursup que les candidats potentiels doivent s'inscrire. Il faut taper sur le petit truc de recherche, c'est réseau SCPO, et là on accède. Et en fait on s'inscrit en une fois, on s'inscrit en fait aux 7 Sciences Po qui proposent, je crois cette année 1140 places qui étaient proposées. Et puis il y a eu l'année dernière un peu plus de 10 000 candidats. On ne sait pas trop combien il y aura de candidats, mais autour de 10 000 pour à peu près 1100 places, donc c'est assez sélectif. Ça a lieu donc normalement le 24 avril. C'est 3 épreuves. Questions contemporaines avec 2 thèmes de révision qui sont le secret et révolution. Cette épreuve dure 3 heures avec une dissertation et coefficient 3. Une épreuve d'histoire, c'est une analyse de documents en histoire sur un programme qui commence ses puissances et conflits dans le monde depuis 1939. Donc on a intégré évidemment la réforme du baccalauréat et le fait que maintenant en terminale on étudie ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça dure 2 heures, c'est coefficient 3. Et puis une épreuve de compréhension écrite et un essai également en langue étrangère, 3 langues, anglais, allemand, italien, espagnol peuvent être choisis. Ça dure 1 heure et demie, c'est coefficient 2. Donc si tout se passe bien comme ça, voilà, les élèves ont des notes. Ensuite on délibère les 7 et on produit un classement et les 1100 premiers se voient proposer une place, et puis ensuite avec le système Parcoursup évidemment ça tourne un petit peu jusqu'au mois de juillet, quoi. Voilà. Alors vous dites toujours si ça se passe bien, etc. Est-ce que vous avez prévu un plan B en cas de crise sanitaire? Est-ce que vous reviendrez à ce que vous avez fait l'année dernière avec l'étude du dossier? Enfin voilà. Et quand est-ce que vous prendrez une décision? Alors il serait irresponsable de ne pas penser à un plan B. Je pense que les gens qui nous écoutent ne comprendraient pas qu'on leur dise écoutez, c'est sûr, le 24 avril prochain, quoi qu'il arrive, le concours aura lieu. Donc il va de soi que nous travaillons avec nos équipes, notamment avec les directions des études, sur ce qu'on va appeler un plan B. On en parlera, enfin on va pas aujourd'hui dire de quoi il s'agit parce qu'on n'a pas encore tranché complètement sur ce plan B. Alors, évidemment, en s'inspirant de ce qu'on avait fait l'année dernière de façon un tout petit peu en gestion de crise, puisque je rappelle qu'on avait décidé, je crois, le 24 mars d'annuler le concours qui devait avoir lieu un mois après. Et en un mois, et je voudrais le dire ici, on a réussi à inventer un algorithme que d'ailleurs on a rendu public. On a été les seuls à le faire de toutes les écoles et à prononcer des résultats. Donc on s'en est pas trop mal tiré, même si ça a provoqué évidemment beaucoup de déceptions chez les candidats potentiels. Donc notre objectif, c'est de décider, d'annoncer par rapport à un éventuel plan B un peu avant l'ouverture de Parcoursup, de manière à ne pas
vous voyez, enfin, changer les règles du match en cours de partie. Donc, cela nous laisse, on est le 21 novembre aujourd'hui, ça nous laisse maximum 2 mois avant d'annoncer ce que nous déciderons. Voilà. D'accord. Il y a déjà une question de Nathalie sur les spécialités de première et terminale qui sont à préférer pour le concours et pour finalement intégrer vos instituts. C'est vrai qu'on peut enfin voilà, la réforme du bac que vous connaissez bien, Pierre, introduit quand même des changements considérables sur les spécialités. Est-ce qu'il y a des spécialités qu'il faut choisir qui seront mieux que d'autres? Il y a notamment la spécialité de droit sciences politiques. Céline Braconnier, je vous vois dire non, 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 non. Non, on a une position unanime. Hein. J'intègre les trois IEP hors réseau qui sont sur la même longueur d'onde sur cette question pour nos auditeurs. Nous ne recommanderons aucune spécialité puisque c'est la condition pour nous pour continuer d'attirer des jeunes qui ont des parcours différents et qui, par cette diversité-là, enrichissent nos promotions. Donc, nous ne formulons aucune recommandation. Les lycéens qui auront suivi des spécialités scientifiques ou littéraires nous intéressent tout autant que ceux qui auront, de façon plus rapide, choisi d'étudier la science politique, la sociologie, les sciences économiques et sociales ou l'histoire. Hein, donc, aucune recommandation de spécialité pour les lycéens. Il y a une question de Mariama aussi sur les bulletins de seconde. Est-ce que les bulletins de seconde sont-ils pris en compte vu que c'est un Olivier Brossard peut-être sur ce sujet-là? Alors, la réponse est non, en tout cas dans cette version du concours. Hein, on ne parle pas de l'éventuel plan B, mais pour ce qui est prévu au jour d'aujourd'hui, non. D'accord. La question, c'est aussi, s'il n'y a pas de spécialité à choisir, c'est un peu comment se préparer à ce concours. Pierre, Mathieu, est-ce que vous voulez… Oui, je me permets je pense que parmi les gens qui nous écoutent et qui posent des questions, il y a des parents ou des élèves qui ne sont pas en terminale. C'est ça. Ils sont en seconde ou en première et donc sont en train de penser au concours 2022 ou voire même 2023. Alors ce que je pense qu'on doit dire avec Céline et Olivier à ce stade, c'est que s'agissant du concours 2022, on n'a pas encore finalisé la manière dont il sera organisé. Ce qu'on peut dire sans troller, comme on dit aujourd'hui les choses, c'est qu'on a l'intention de prendre en compte un certain nombre de notes ou de résultats obtenus au lycée, d'accord, mais de façon indifférenciée, quelle que soit la spécialité. Je prends un exemple. Si on décidait de prendre par exemple les notes obtenues en spécialité au baccalauréat, on prendra les notes quelle que soit la spécialité suivie. Hein, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Céline, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des élèves, enfin des futurs élèves qui soient des élèves curieux des choses, et à la limite, quelqu'un qui adore les maths et la physique et qui aura eu de très bonnes notes en maths et en physique, on aime autant que quelqu'un qui aurait fait sciences économiques et sociales ou histoire géopolitique, sciences politiques. Voilà. Mais pour 2022-2023, donc pour des parents d'élèves là de seconde ou de première, on n'a pas encore finalisé la manière dont nous recruterons à partir de 2022. Donc il y aura un changement conséquent du concours en 2022. Il y aura une évolution du concours tenant compte du nouveau bac. D'accord, ce qui n'est moins le cas en 2021. En 2021, a priori, si le concours normal avait lieu, nous ne tiendrions compte d'aucune note obtenue au baccalauréat ou au lycée, puisqu'il s'agirait simplement des 3 notes obtenues aux épreuves écrites. Il y a beaucoup de questions déjà sur les prépas. Est-ce qu'il faut faire une prépa pour présenter le concours? Est-ce que vous avez des taux de réussite avec et sans prépa? Il y a même, existe-t-il des prépas post-bac et un classement des prépas post-bac? Olivier Brossard, peut-être sur cette question des prépas, est-ce qu'il faut forcément passer par une prépa peut-être privée, peut-être payante pour réussir le concours? C'est absolument indispensable. C'est pas absolument indispensable, mais ça peut être utile. Tout dépend de l'autonomie du futur candidat, de son environnement de travail. Est-ce qu'il vise que Sciences Po ou est-ce qu'il vise autre chose? Enfin voilà, il y a des déterminants. Nous, ce qu'on sait, c'est que grosso modo, chaque année, dans nos candidats, il y en a une moitié à peu près qui a fait une prépa sous une forme ou une autre. Hein. Ça peut être des prépas à l'année, notamment pour les candidats Bac plus 1, puisque le concours peut se passer à Bac 0 ou à Bac plus 1, ou des prépas intensives sur une semaine ou 2 semaines, et beaucoup aussi de prépas en ligne. Voilà. Mais ils ne font pas tous des prépas, loin de là. Il y en a aussi qui se préparent avec leurs professeurs dans les lycées, qui leur demandent des conseils.
avec l'environnement familial, etc. Voilà. C'est absolument indispensable. Céline Braconi, puis je laisserai la parole aussi à Pierre Mathieu ensuite. Oui. D'ailleurs, les épreuves du concours ont été imaginées pour permettre à de bons lycéens qui sont relativement autonomes dans leur travail de pouvoir préparer le concours seuls. En travaillant les épreuves du baccalauréat, on prépare 2 des 3 épreuves écrites du concours du réseau SCPO, puisque Pierre le disait tout à l'heure, on a fait en sorte de coller au programme d'histoire du baccalauréat, et qu'une épreuve de langue, elle se prépare aussi bien pour le bac que pour le concours. La petite épreuve qui requiert un petit peu plus de préparation parce qu'elle ne colle pas au travail fait au lycée dans le cadre de la préparation du bac, c'est l'épreuve de questions contemporaines, qui est une épreuve sur programme, mais qui a davantage pour vocation de voir que les lycéens sont engagés dans la préparation, donc sont prêts à fournir un travail supplémentaire, et puis font preuve de curiosité pour des questions qui peuvent être préparées encore une fois en autonomie, parce que ce ne sont pas des épreuves de culture générale hors programme. On peut la préparer sérieusement avec des camarades dans le cadre du lycée, en lisant quelques ouvrages. Ce ne sont pas du tout des épreuves qui doivent faire peur, mais qui ont vocation à mesurer la capacité de nos candidats à sortir un peu de leur discipline et du cadre du lycée pour s'adapter à une épreuve un tout petit peu particulière. Mais encore une fois, pas d'obligation de suivre une préparation. Simplement, ça facilite les choses. Notamment, le cadre collectif de la préparation abaisse le coût de celle-ci. Vous disiez que la moitié de ceux qui avaient réussi ont fait une prépa, c'est ça ? Oui, dans nos statistiques, mais on peut aussi faire valoir le fait qu'on a un nombre conséquent de lauréats qui ont déjà Bac+1. Et qui, là aussi, ont acquis une expérience qui peut être celle dans une prépa, mais pas seulement. Ils ont une année de plus, ils ont préparé en général sur 2 ans les épreuves. C'est aussi une incitation aux élèves qui sont en première, voire en seconde, à commencer un peu la préparation en amont, à se projeter un peu en amont. Et ça, le fait d'anticiper un petit peu permet sans doute beaucoup mieux de compenser l'absence de prépa. Pierre Mathieu, quel conseil vous donneriez pour préparer le concours, justement ? D'abord, c'est quand même un concours qui se prépare, parce que, notamment l'épreuve de questions contemporaines, je pense que comme il y a 2 thèmes de révision, si on arrive sans rien avoir préparé, ça va être un petit peu délicat. En revanche, effectivement, pour l'histoire ou pour les langues, comme l'a dit Céline, si on est un bon élève de lycée, on doit pouvoir s'en sortir à peu près. Bon, même s'il faut quand même, je pense, un peu préparer, parce que, on l'a dit, il y a 1100 places, il y a 10 000 candidats, donc il s'agit de faire une bonne copie. Il ne faut pas avoir 10 pour rentrer, il faut avoir plus que cela. Bon. Après, effectivement, il y a beaucoup de... Moi, comme c'est aussi un salon pour Parcoursup, etc., moi, j'invite beaucoup les élèves qui sont en terminale là et qui veulent passer notre concours à penser à un plan B pour l'année prochaine. Je veux dire par là qu'il n'est pas impossible qu'ils ne réussissent pas le concours cette année. Ça ne serait pas une infamie du tout. C'est un concours très, très sélectif. Donc, il faut qu'ils pensent à un plan B intelligent, évidemment, quelque chose qui les intéresse dans l'enseignement supérieur. Ça peut être quelque chose qui prépare à Sciences Po. Il y a des très bonnes premières années de licence dans beaucoup d'universités aujourd'hui en France, qui sont en fait des années de licence d'histoire, de droit, de sciences politiques, puis qui préparent aussi au concours, donc ça c'est super. Ça peut être autre chose, ça peut être une classe préparatoire aux grandes écoles, etc. Et puis sinon, nous, alors je le dis quand même, on recommande une préparation en ligne qui s'appelle Tremplin, qu'on a labellisé sur la base d'un cahier des charges très sérieux, très déontologique, etc., qui est une préparation en ligne qui se commence depuis la classe de première, parce que comme l'a dit Céline, c'est vrai que les élèves les plus motivés, commencer à se préparer, à s'échauffer un petit peu dès la première, ça peut avoir du sens, d'autant plus que c'est quand même finalement s'échauffer en s'intéressant à l'actualité, en s'intéressant aux choses de la vie publique. Donc c'est aussi, en termes de culture générale et de culture civique, quelque chose qui, quoi qu'il arrive, ne sera pas perdu. Et on est d'accord que pour le concours 2021, en l'état actuel des choses, que je vois pas mal de questions, les notes et le bulletin scolaire ne sont pas pris en compte. C'est le concours qui compte. Oui, alors exactement, ça Pierre l'a dit très clairement. Après, il a aussi précisé qu'il serait déraisonnable de ne pas imaginer un plan B dont on ne connaît pas encore complètement le contenu. Donc, notre recommandation, c'est quand même, à l'égard des lycéens, de continuer de travailler et puis de remplir très sérieusement toutes les rubriques demandées sur Parcoursup. Est-ce qu'un bachelier technologique, c'est la question de Toan ou Toan, je ne sais pas, aura des chances d'être pris? Est-ce que vous accueillez des bacheliers technologiques, Pierre Mathieu?
Alors, c'est un concours qui est ouvert à l'ensemble des titulaires d'un baccalauréat, quel que soit ce baccalauréat, ou des futurs titulaires, puisque le concours a lieu avant le bac. En pratique, il faut qu'on soit clair et honnête avec les gens qui nous écoutent. En pratique, je pense que le nombre d'élèves lauréats ou futurs lauréats d'un bac technologique qui intègrent nos établissements est proche de zéro. On doit en avoir peut-être un ou deux chaque année. Parce que effectivement, ce qui est valorisé sont plutôt des compétences acquises en bac général, il faut quand même le dire. Voilà, donc il faut être transparent et clair par rapport à ça. Et Pierre Mathieu, vous avez dit peut-être qu'il y aura des gens qui échoueront et il y en aura plus que ceux qui intégreront. Effectivement, il y a la possibilité de rentrer à bac plus 1, voir ensuite quelles sont les autres possibilités d'intégration dans vos instituts, dans vos Sciences Po. Vas-y Olivier, vas-y. Olivier, peut-être, ouais. Oui, oui, non, ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais souligner, c'est-à-dire que l'échec éventuel au concours d'entrée en première année est pas infamant et il n'est pas non plus définitif parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui veulent absolument faire Sciences Po et qui parfois, du coup, n'ayant pas réussi ce concours-là, vont réussir à rentrer en deuxième année. Il y a des concours d'entrée en deuxième année dans un nombre assez important de Sciences Po, pas dans tous. Et puis, on a tous des concours d'entrée en quatrième année au niveau master, voilà, qui ont beaucoup de succès aussi, qui proposent des modalités de recrutement souvent différentes, quelques-uns encore avec des écrits, mais de plus en plus beaucoup plutôt avec un système de recrutement basé sur un dossier et des entretiens, des oraux. Voilà, donc ces concours-là marchent très très bien et on accueille beaucoup d'étudiants maintenant en master. À la fin, ils ont le même diplôme. Ils sont rentrés au niveau de la quatrième année, ils font la quatrième, la cinquième année, mais ils ont le même diplôme Sciences Po, grade de master à la fin, c'est important de le dire. Et du Voilà. coup, ils ont fait quoi comme licence? Est-ce qu'il y a des licences privilégiées un peu? Est-ce qu'il faut avoir fait du droit, de la science politique, de l'histoire ou autre? C'est un peu la même chose qu'après le bac. Nous, on est très ouverts en fait sur les spécialités et les parcours que l'on peut avoir fait avant d'entrer à Sciences Po. Donc là, c'est la même chose. On va avoir des profils très différents avec des licences très différentes, voire même parfois des gens qui ont commencé, qui ont fait des études de médecine ou une fac de biologie ou des choses comme ça et qui tout d'un coup se sont découverts une vocation, se sont préparés, ont un projet professionnel, un projet académique qui est intéressant, des capacités, ça c'est sûr, qui sont démontrées par un dossier académique solide, mais aussi des expériences. On s'intéresse, nous, à tout le parcours et à toutes les caractéristiques des candidats. Donc, c'est assez ouvert, en fait. Pierre Mathieu veut réagir. Juste aussi en post-bac, je le rappelle quand même, dans un certain nombre de nos établissements, notamment Lille, mais pas que Lille, il y a aussi une admission en ce qu'on appelle des doubles diplômes. Donc ça, double diplôme franco-étranger. Ça passe pas par le réseau SCPO, mais on peut intégrer une filière franco-allemande, franco-espagnole, franco-britannique, franco-italienne, donc plusieurs de nos Sciences Po, mais c'est à côté du concours commun. C'est autre chose dans les vœux Parcoursup. C'est pas le vœu réseau SCPO. Voilà. Il y a quelques questions pour clarifier un peu l'offre de formation. Il y a Héloïse qui demande quelle est la différence entre le réseau des IEP et le réseau de Sciences Po Paris et ses sites délocalisés à Poitiers, à Menton, etc. Céline, est-ce que vous pouvez nous faire le distinguo? Oui, alors c'est tout à fait logique de confondre. C'est très compliqué à comprendre. Il y a 10 Sciences Po en France, dont Sciences Po Paris, qui est d'une taille bien plus importante, puisque c'est plus de 15 000 étudiants. Et Sciences Po Paris dispose de campus en région. À Poitiers, à Reims, à Menton. Ces campus-là sont spécialisés dans la préparation à des métiers liés à des aires culturelles particulières. Mais ce sont les campus de Sciences Po Paris. C'est Sciences Po Paris, campus Reims, campus Menton. Donc ça, on n'en parle pas parce que c'est nos collègues de Sciences Po Paris qui expliqueront l'organisation interne. Et nous sommes 7 Sciences Po autonomes les uns des autres, mais associés, coordonnés dans un beau réseau qui mène beaucoup d'actions communes. Alors, nous organisons notre sélection d'entrée en première année des diplômes Sciences Po ensemble, mais au-delà, nous avons des cours, communs qui ont été montés, cette année, notamment à destination de nos étudiantes qui ont été un peu
bloqués dans leur départ à l'international. Nous avons des écoles d'été communes à travers lesquelles nous faisons discuter et travailler ensemble tous nos professeurs et donc mener des réfléchons sur l'innovation pédagogique notamment. Et puis nous sommes aussi porteurs d'une sociabilité étudiante très forte. Nos étudiants se connaissent très bien. En général, ils ont préparé les Sciences Po ensemble. Ils sont un peu dispersés dans les 10 Sciences Po d'ailleurs. Et ils continuent d'échanger, de se voir. Et nous soutenons ensemble un certain nombre d'événements étudiants qui comptent beaucoup dans l'identité Sciences Po, comme toute la vie étudiante dans nos écoles. Autre question de Sandrine sur ces sujets-là, justement, entre Sciences Po Paris et les IEP de province. Peut-on facilement accéder à un master de Sciences Po Paris en venant d'un IEP de province? Alors, peut-être Olivier Brossard, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Est-ce que finalement, ça arrive, ce type de parcours? Oui, ça arrive. Ça arrive. Je pense pas que ça soit un inconvénient de venir d'un IEP de région pour aller faire un master à Sciences Po Paris. C'est même plutôt un atout quand on pose sa candidature. Compte tenu de la qualité de nos écoles, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas compétitif si on souhaite rentrer à Sciences Po Paris en master. Voilà. Bon, après, nous, on n'a pas de complexe quand même par rapport à nos amis de Sciences Po Paris. Donc, la plupart de nos étudiants terminent leur master chez nous et réussissent leur insertion professionnelle en sortant de chez nous. C'est la très grande, l'immense majorité. Et après, c'est vrai qu'il y en a aussi d'autres qui vont aller compléter leur formation dans d'autres grandes écoles, dans d'autres universités, en France ou à l'étranger d'ailleurs. C'est possible en fait. Pierre Mathiot? Deux petits ajouts à notre réseau. Un, on a un programme de démocratisation qui s'appelle le programme d'études intégrées, qui est, je voudrais quand même le dire ici, le plus important programme d'accompagnement de collégiens et lycéens en France, très loin devant celui de Sciences Po Paris, puisqu'on accompagne plus de 3000 jeunes de collèges et de lycées partout en France. Et ça fait aussi notre réseau, notre groupe. Puis aussi nos élèves, en 5e année, ont la possibilité de mutualiser, c'est-à-dire, par exemple, d'aller faire, quand ils sont étudiants à Sciences Po Lille, d'aller faire leur 5e année à Sciences Po Saint-Germain, parce que c'est à Sciences Po Saint-Germain qu'il y a la spécialisation de master qu'ils souhaitent et qui n'est pas à Lille. Donc alors ils restent diplômés de leur Sciences Po d'origine, mais il est mentionné dans leur diplôme qu'ils ont fait leur 5e année dans un autre des Sciences Po du réseau. Vous voyez, ça permet d'élargir un peu le champ des possibles. Voilà. Et puis, bien sûr, on est tout à fait prêt à accueillir des élèves de Sciences Po Paris après leur bachelor chez nous, bien sûr. Et juste une petite question, le programme pour les collégiens et les lycéens, c'est pour rentrer dans le réseau ou c'est plus large? C'est plus large, c'est pour se préparer à l'enseignement. Céline peut en parler, mais c'est pour se préparer à l'enseignement supérieur. Mais c'est vrai qu'en terminale spécifiquement, on propose aux élèves qu'on accompagne en terminale, ils sont à peu près 900 à 1000. On leur propose de se préparer au concours d'entrée, mais au concours d'entrée classique, normal, avec les autres candidats. Voilà, et je précise avec beaucoup de succès, puisque ce programme de démocratisation qui vise à favoriser l'intégration de jeunes qui spontanément ne prépareraient pas Sciences Po a des taux de réussite 2 fois supérieurs à la moyenne quand même. Donc on en est très fiers parce que il s'adresse à des jeunes qui a priori ne se prédisposaient pas à faire Sciences Po, dont les parents n'ont pas fait Sciences Po, donc ils rompt un peu la logique de l'héritage et de la transmission. C'est grâce à ces logiques-là qu'on fait de la diversification dans les grandes écoles. Et voilà, il faut s'y inscrire parce que ça produit des taux de réussite extrêmement intéressants grâce au travail mené par nos équipes. Il faut savoir que le nombre de jeunes qui sont accompagnés, qui a été rappelé par Pierre, ça implique que nos écoles sont très investies derrière. On a des professeurs qui sont chez nous aussi bien investis dans l'accompagnement des lycéens que investis auprès de nos propres étudiants. Donc c'est comme ça, c'est grâce à ça qu'on fait de la diversification sociale. On a beaucoup dû parler du concours et des voies d'accès à vos instituts, à vos IEP. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a intégré? Qu'est-ce qu'on y fait à Sciences Po finalement? Qu'est-ce qu'on apprend chez vous? Alors, les Sciences Po sont des grandes écoles publiques de sciences sociales. Dans lesquelles donc on entre par concours et dont le cursus est organisé en 3 grands temps.
Les 2 premières années, elles sont très fondamentalement pluridisciplinaires en sciences sociales. On y fait de l'économie, de la géographie, de la sociologie, de la science politique, du droit. Et on tient à cette pluridisciplinarité-là parce qu'elle nous caractérise, elle explique que nos étudiants se forgent une solide culture générale, qu'ils apprennent aussi à très rapidement changer d'approche, à passer d'une discipline à une autre, ce qui les rend sans doute beaucoup plus adaptables, beaucoup plus agiles dans leur façon d'aborder les problèmes du monde, puisque fondamentalement, nous, on prépare les jeunes à agir sur le monde, à le rendre meilleur, pour dire ça très simplement. Et pour agir sur le monde, il faut d'abord le comprendre. Et la diversité des outils auxquels on les forme permet une compréhension très riche de ce monde contemporain. Voilà pour les 2 premières années. Il y a une 3e année à l'international, une année entière. C'est très important de le souligner parce que ça nous distingue dans le paysage de l'enseignement supérieur. D'abord, il y a très peu de jeunes encore aujourd'hui qui sont dans des mobilités internationales dans le supérieur. Même si ça augmente, heureusement, et très souvent, l'offre est d'un semestre. Eh bien, nous engageons nos étudiants à rester une année entière parce que... Et ça, c'est dans les 7 Sciences Po du réseau. Parce qu'il y a une question d'Inès sur quelles sont les Sciences Po les plus tournées vers l'international, finalement. Tous. L'internationalisation, c'est un des marqueurs de la formation Sciences Po. Une année entière à l'international avec en échange chez des centaines de partenaires académiques dans le monde. Toutes les parties du monde sont couvertes. Et en échange, sur nos campus, ces jeunes des universités vers lesquels on envoie nos propres étudiants. Donc des campus qui sont aussi très internationalisés, sur lesquels on parle plusieurs langues en permanence. Et comment vous avez fait avec la crise sanitaire? Du coup, ces expériences internationales, elles ont été possibles ou pas du tout? Alors, elles ont été possibles dans la mesure des contraintes qui se sont imposées à nous comme à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a été obligé de faire rentrer nos jeunes en mars l'année dernière de là où ils étaient la plupart du temps, parce que certains avaient intérêt pour des raisons sanitaires à rester là où ils étaient plutôt qu'à revenir en France. Globalement, on a une petite proportion de nos étudiants qui, cette année, ont pu partir notamment dans des destinations européennes. La plupart des destinations hors Europe ont été gelées et nous nous sommes organisés pour proposer à ces étudiants une formation alternative en anglais. Donc ce sont ces cours dont je vous parlais tout à l'heure, cours mutualisés entre les 7 Sciences Po. Et puis nous avons incité nos étudiants à prendre des stages en France notamment. Quitte à faire l'expérience internationale plus tard, peut-être. Exactement. Nous avons une année entière obligatoire en 3e année, mais en 4e année et en 5e année, notamment à l'occasion de leur stage, nos étudiants sont évidemment incités à partir à l'international. Nombre d'entre eux font des stages à l'étranger et ça débouche d'ailleurs sur un quart d'entre eux qui ont un métier en sortant qui s'exerce à l'international. Vous avez parlé de 3 temps, premier temps généraliste, 2e temps international et ce 3e temps alors? Professionnalisation, spécialisation, on prépare à 4-5 grands types de métiers très variés en réalité, dans des spécialités qui sont nommées un petit peu différemment dans les Sciences Po, mais qui globalement recouvrent le même type de secteur. On a le secteur Europe et international, pour faire vite, le secteur droit et action publique, qui est le secteur historique de la formation Sciences Po, qui continue d'attirer beaucoup d'étudiants. On a le secteur de l'économie, du management, des finances, qui attire de plus en plus d'étudiants et qui explique que aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, on peut être préféré par des lycéens qui hésitent entre les Sciences Po et les écoles de commerce. On a beaucoup de nos étudiants qui finalement occuperont les mêmes positions dans les entreprises privées, y compris dans le secteur industriel, que des étudiants managers diplômés des écoles de commerce. Simplement, chez nous, ils y viennent par les sciences sociales, alors qu'en passant par une école de commerce, ils arrivent au même type de poste par les sciences de gestion. Ce sont 2 formations différentes et aujourd'hui, les employeurs aiment avoir cette complémentarité des parcours dans leurs équipes, donc ils recrutent aussi bien des sciences pistes, comme nos étudiants s'appellent entre eux, que des managers diplômés d'écoles de commerce. Et puis, on a un quatrième grand type de secteur, la communication, la culture, qui sont aussi des secteurs très attractifs. Autrement dit, nos formations mènent à de nombreuses spécialités. On prépare beaucoup de métiers en intégrant
intégrant les Sciences Po. Justement, Caroline se pose la question, quelles sont les spécialités dominantes de chacun des Sciences Po? Peut-être Pierre Mathieu, comment savoir finalement si je veux faire justement du domaine public ou de l'international, est-ce qu'il faut mieux que j'aille à Lille ou à Saint-Germain? Enfin voilà, comment faire son choix quelque part? D'accord. Je précise un point. Tout à l'heure, Céline a dit à juste raison que nous étions des établissements publics. Ça veut dire quand même que quand on est un élève boursier, on ne paye pas de droits d'inscription. C'est important hein, dans le contexte actuel. Et on compte à peu près autour de 30% dans nos établissements, 30% d'élèves qui sont boursiers qui donc ne payent pas de droits d'inscription. Hein. C'est quand même important. Et sinon, les droits sont modulés avec un plafond qui est autour de 4 000 € par année d'études. Alors sinon, écoutez, chaque Sciences Po, on va le dire comme ça, chacun des 7 propose en spécialité un peu la même chose, autour des questions internationales, des questions de défense, des questions culturelles, des questions publiques, etc. Puis après, on a chacun des champs de spécialité plus précises liés à la présence dans nos établissements d'un collègue plus particulièrement spécialiste de ci ou de ça. Chacun d'entre nous aussi propose, pas tous, des formations en apprentissage. Voilà, donc si je prends à Lille, on a un master très bien positionné sur le management des institutions culturelles qui est en apprentissage. Il va y avoir quelque chose sur, je sais pas, l'environnement dans un autre Sciences Po. Il va y avoir quelque chose. Voilà, donc je pense que on propose tous globalement une espèce de tronc de spécialités qui sont communs, et puis chacun a 1, 2, 3 spécialités plus précises tenant à son écosystème local. Voilà. Olivier Brossard, du coup, on en a un petit peu parlé avec Céline Braconnier, mais quels sont les grands débouchés de Sciences Po? À quoi mènent les Sciences Po finalement? Et aussi, sur cette question des débouchés, comment vous êtes impactés par la crise? Alors c'est vrai que les familles qui nous regardent sont plutôt des familles de lycéens, et qu'est-ce qu'il en sera dans 3, 4, 5 ans? Personne ne le sait, déjà dans 6 mois c'est compliqué. Mais néanmoins, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire à la fois les grands débouchés et à quoi mène Sciences Po, et à la fois voilà, comment vous gérez cette crise économique? Alors, écoutez, les débouchés, la force du modèle Sciences Po, c'est quand même des débouchés extrêmement variés et une insertion professionnelle rapide. Voilà, quels que soient les débouchés, c'est-à-dire que même les secteurs comme la communication ou le journalisme ou les métiers de la culture, par exemple, que l'on couvre et auxquels on forme, lorsqu'on les aborde avec un diplôme Sciences Po, on va s'y insérer professionnellement assez rapidement. C'est ça l'atout de ce diplôme prestigieux et de la qualité de la formation fait que même dans les secteurs où il n'y a pas trop de travail, les étudiants qui sortent de chez nous vont s'insérer relativement aisément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant. Après, c'est très large. Beaucoup de métiers nouveaux quand même aussi, hein, il faut le souligner, alors liés à la transition écologique, à la lutte contre les discriminations, au développement territorial, ça c'est un aspect important. Et puis, la particularité aussi des Sciences Po, c'est qu'on couvre à la fois le secteur public, le secteur privé, qui est largement majoritaire aujourd'hui, hein, et puis les associations, les ONG et les grandes organisations internationales. On est un peu dans tous ces domaines-là, si vous voulez. En tout cas, Le secteur public, aujourd'hui, c'est 20% de nos étudiants à peu près, hein, de nos diplômés, pas plus. Pierre Mathieu, vous vouliez réagir? J'avais une question complémentaire. Voilà, juste 2 petites choses. D'abord, comme l'a dit Céline, on est à la fois généraliste et spécialiste. C'est-à-dire les élèves, ils ont un cursus généraliste et se spécialisent. Ce qui veut dire qu'on a aussi beaucoup d'élèves qui sont très adaptables. On a des élèves qui sortent de nos établissements en ayant fait une spécialisation en développement soutenable, et puis 10 ans après, on les voit qui travaillent dans la culture. Hein. Donc ça aussi, c'est une forme d'amortisseur par rapport aux aléas de la vie économique et du monde économique qui sont très très appréciables. Hein. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, il faut avoir ça en tête quand même, je pense. Et vous avez aussi de l'alternance. Vous parliez de l'apprentissage tout à l'heure. En dernière année, il y a des masters en alternance, Pierre Mathieu. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe, ça? On essaye tous de le développer. Voilà, nous, ça représente à peu près 15% de nos étudiants qui sont en alternance en dernière année. D'accord. Il y a beaucoup de questions sur le concours, mais ce qui me semblait aussi intéressant de dire, c'est que oui, il faut quand même se projeter après le concours et se dire pourquoi je me lance dans ces études-là, en fait. C'est pas juste réussir le concours pour réussir le concours. Peut-être, Pierre Mathieu, c'est Céline Braconnier? Alors, oui, mais en même temps, on comprend très bien que de très bons lycéens qui sont encore indécis sur leur avenir professionnel, et on les comprend, à 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire dans la vie, eh bien, voient les Sciences Po comme une occasion de reculer un peu le moment du choix, et ils ont raison de les voir comme tels, tout en étant accompagnés de la façon la plus adaptée, la plus resserrée possible pour faire ce choix. On n'a pas eu l'occasion de le dire, mais
nos 7 établissements sont à taille humaine. Hein, ce sont des grandes écoles qui vont jusqu'à 2000, qui rassemblent pour le plus grand d'entre nous environ 2000 élèves. On n'est pas sur des énormes établissements complètement anonymes, et ça nous permet de faire de l'accompagnement, d'individualiser les parcours, de connaître nos étudiants, de les accompagner, notamment dans ces choix d'avenir professionnel qui se font donc dans les meilleures conditions dans nos écoles. Il y a plusieurs questions un peu précises sur les concours, donc je vais y revenir. Est-ce qu'il y a un oral, et si oui, dans quelle matière, demande Lila, peut-être Pierre Mathieu? Alors, si on prend le concours commun, notre concours commun avec nos fameux 10 000 candidats, etc., en version normale de ce concours commun, il n'y a pas d'oral. Ce sont 3 épreuves écrites. Voilà, mais je dis bien en période normale, on va voir ce qu'on décide de faire si d'aventure on devait passer à un plan B du fait de la Covid. Par contre, il y a des oraux, Olivier l'a dit tout à l'heure, il y a des oraux pour l'entrée en master. En règle générale, partout il y a des oraux. Alors évidemment, d'habitude ils sont en présentiel, et en 2020 on les a fait en distanciel. Et puis dans les doubles diplômes, si je prends les doubles diplômes franco-étrangers de Sciences Po Lille, il y a des écrits d'admissibilité et des oraux d'admission. Mais le concours commun, à ce stade, en période normale, il n'y en a pas. Et est-ce qu'il y a un concours exceptionnel, je crois, pour les bacs 2019? Est-ce que vous pouvez en parler? Il y avait des questions sur ce sujet-là. Alors, pour qui s'adresse ce concours exceptionnel? Alors, en un mot, c'est une des réponses qu'on a apportées à la crise de 2020. On avait déjà apporté une première réponse qui était que nous avions remboursé la totalité des droits de concours, ce qui, au passage, quand même, était un effort important pour nous sur le plan budgétaire. Et on a décidé, effectivement, au vu de la frustration des élèves qui étaient Bac plus 1, donc des bacheliers 2019, on a décidé d'organiser en fait une voie exceptionnelle en 2021 d'admission directe en 2e année pour des élèves qui avaient passé, qui s'étaient inscrits au concours en 2020, qui étaient déjà à Bac plus 1, qui donc ne l'ont pas eu du fait de la transformation des règles du jeu avec la Covid, et qui, de ce fait-là, ont en quelque sorte perdu une chance. On leur donne cette possibilité-là, donc il y aura, je dirais, une petite... entre à peu près 80 places qui seront proposées, et a priori, donc ils sont appelés à passer le même concours que les bacs 0 et les bacs plus 1, et on les traitera à part pour en admettre un certain nombre directement en 2e année. Voilà. Il y a une question aussi de Mathilde qui demande comment on fait. On postule du coup aux 7 concours, on fait un choix ou pas? Est-ce qu'on a le droit de choisir et de dire moi je veux aller là et pas là? Olivier Brossard. Oui, alors on ne fait qu'un vœu, c'est un vœu unique, et les 7 Sciences Po sont cochés d'office, d'accord? Donc un seul concours pour 7 écoles, voilà. Et ensuite, au moment des résultats, de l'annonce des résultats, dans Parcoursup, on choisit celui dans lequel on va aller en fonction de son classement, évidemment, puisque les mieux classés au concours vont avoir un oui dans tout les Sciences Po du réseau, et ceux qui sont un peu moins bien classés n'auront oui que dans quelques Sciences Po du réseau, etc., etc. Après, il y a le jeu de chaise musicale. Pas forcément admis dans les 7 du réseau, Céline Braconi. Ah non, de toute façon, on est admis dans un seul. Oui, non, mais admissible. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est très bien classé, on a le choix entre les 7. Ouais. On incite d'ailleurs, même si on anticipe un peu, on incite les lycéens qui obtiennent un Sciences Po qui leur convient à vite se désister et à valider leur inscription, ce qui libère des places pour leurs camarades. Mais on envoie aussi le message suivant. Les résultats tels qu'ils apparaissent le premier jour de l'ouverture des résultats ne préjuge absolument pas de ce qui va se faire à la fin, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de chances d'obtenir le Sciences Po que l'on veut que ce qui apparaît le premier jour, puisque les premiers se voient proposer 7 Sciences Po alors qu'ils n'intégreront qu'un des Sciences Po. C'est le principe donc, de Parcoursup avec ces vœux en attente. Voilà, en fait. Ouais. Voilà. Pierre, je pense que tu voulais... Ouais. Non, mais juste, on va être très transparent. Je pense d'abord qu'il faut que les élèves se connectent régulièrement, dont les bacs plus 1. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est bien clair que les bacs plus 1 qui vont être candidats doivent également passer par Parcoursup. Attention. Donc, il faut se connecter très régulièrement à partir du moment des résultats, donc vers le 25 mai, parce que ça peut bouger très très vite. Le système Parcoursup, il est assez bien fait. On sait à combien de places on est d'intégrer telle ou telle école. Première chose. Deuxième chose, évidemment, comme l'a dit Céline, dès lors qu'on a une place qui nous est proposée dans le Sciences Po dans lequel on a envie d'aller, ça sert à rien de tortiller. Il faut prendre la place, tout simplement parce que ça libère ça libère les autres derrière qui attendent, d'accord? Et puis pour être totalement transparent, je pense que je peux l'être. On a eu 10 000 candidats l'année dernière. Bon, alors, évidemment, je le redis, c'était une voie d'admission particulière liée à la Covid.
on avait classé 2400 sous le contrôle de mes collègues. Au final, on avait classé 2400 élèves. Et le dernier admis ou dernière admise au mois de juillet, à la fin du système, a été, je crois, 1700e ou 1750e au concours, hein, pour être parfaitement transparent avec tout le monde. C'est-à-dire que au départ, si on dit 10 000 candidats, 1100 places, ça veut dire qu'en gros, on est sur 10% de réussite. Mais avec les désistements, parce qu'il y a des élèves qui se désistent finalement, qui ne prennent pas le réseau parce qu'ils ont autre chose, etc., on est arrivé autour de la 1700e place en 2020. Voilà. Il y a aussi une question sur est-ce que voilà, j'intègre une Sciences Po et après en master, est-ce que je suis prioritaire sur les autres du réseau pour rester dans l'école? Imaginons que je suis à Saint-Germain pour rester à Saint-Germain, ou est-ce que les cartes sont rebattues au sein du réseau pour cette entrée en master? Céline? Ah non, Pierre a parlé tout à l'heure de la mutualisation en 5e année, qui est une façon de faciliter en fait la circulation des étudiants pour ils obtiennent un master qui corresponde vraiment à leur projet professionnel précis. Mais sinon, nos étudiants, à partir du moment où ils réussissent leurs examens, et on a des taux de réussite, de passage d'année dans l'année supérieure exceptionnellement élevés. On a vraiment des jeunes qui, sont déjà de bons lycéens et qui réussissent très bien, qui sont très sérieux. On travaille beaucoup dans les Sciences Po. Je tiens à le dire parce que on a une ambition d'élévation intellectuelle de nos étudiants qui continue jusqu'au bout. On vient pas faire la fête dans les Sciences Po. Voilà, il y a une vie étudiante, certes, une vie associative très importante, qui est d'ailleurs très formatrice. Mais pour autant, on est très exigeant du point de vue du travail. Et on a des étudiants qui sont très investis académiquement et donc qui réussissent très bien leurs examens. Donc il y a quelques redoublements, mais ils sont rares. Et donc, dès lors qu'on passe dans l'année supérieure, bien sûr qu'on a priorité sur les nouveaux entrants dans nos formations. Il nous reste du cursus. 3 minutes 50. On a encore plein de questions des internautes. Il y a des questions sur les admissions des étrangers par rapport aux admissions des Français ou des Français qui passent leur bac à l'étranger. Est-ce qu'il y a des formules différentes, des concours différents, Pierre Mathieu, suivant qu'on soit français et qu'on passe son bac à l'étranger ou l'état actuel des choses, donc là, ça dépend si on a affaire à des gens qui vous contactent et qui sont en terminale ou pas. Donc, s'ils sont en terminale, en l'état actuel des choses pour 2021, non. Nous, on a une philosophie qui est tout le monde passe la même voie d'entrée, que l'on habite juste à 5 minutes de Sciences Po ou à l'autre bout du monde. Et qu'on ait un bac français ou un bac étranger. Ça peut évoluer à partir de 2022, mais pour 2021, c'est même traitement pour l'ensemble des candidates et des candidats. Voilà. Et sur le concours, est-ce qu'il y a un concours d'entrée en master, demande Lucie, un concours d'entrée commun, je veux dire, en master? Non. Le concours, Par Sciences Po. C'est pas chaque Sciences Po a sa formule. Très bien. Il nous reste 2 minutes 49. Je voudrais que chacun d'entre vous prenne la parole pour votre conseil pour nos internautes pour préparer ces concours et pour les réussir. Un conseil que vous donneriez chacun. Céline, je commence par vous. Alors, puisque nous avons délimité un programme de questions contemporaines, j'ai envie de dire continuez de travailler au lycée pour le baccalauréat, le programme d'histoire et de langue, et puis continuez d'investir le programme de questions contemporaines, lire la presse. Très bon conseil. Je cite aucun quotidien. Lire la presse, y compris la presse internationale. Parce que ce qu'on va valoriser dans toutes nos épreuves et dans d'autres modalités de sélection, si on est obligé de mettre en œuvre un plan B, c'est la curiosité, la capacité à argumenter et donc à faire valoir une certaine ouverture au monde. On cherche des jeunes qui ont envie de comprendre comment ça marche, la vie autour de soi et un peu plus loin, et d'agir. Pierre Mathieu, votre conseil pour préparer les concours? Il ne faut pas se décourager parce qu'on a donné des chiffres qui peuvent un petit peu terroriser des candidats de se dire j'ai aucune chance d'être 1 parmi 10. Si on l'a pas la première année, c'est pas grave. Franchement, c'est plus une épreuve qu'un échec. Voilà. Et puis je pense qu'il faut se motiver très bêtement en se disant que, très franchement, on l'a dit tous les trois, ce sont des écoles quand même qui sont très intéressantes. Et avant même de se dire que c'est des écoles qui ont une marque, un prestige et qui garantissent des débouchés professionnels, simplement se dire que les 5 ans qu'on y passe nous permettent de grandir, d'apprendre beaucoup de choses et d'être très armé pour l'ensemble de la vie, pas simplement la vie professionnelle, mais aussi la vie civique. Voilà, et je crois que c'est ça qui est la chose la plus importante pour moi, je pense. Olivier Brossard, votre conseil? Écoutez, moi je dis toujours qu'on peut avoir le concours sans prépa, mais pas sans s'y préparer.
Donc, plus tôt on mûrit son projet, plus tôt on démarre et sans doute mieux c'est. Voilà. Et puis, bon, mes collègues ont déjà presque tout dit, hein. Il faut se demander comment faire de bonnes copies, essayer de se distinguer un peu. Il y a évidemment des choses indispensables dans une très bonne copie, une bonne introduction, une bonne problématique, un plan clair, aller jusqu'à la conclusion. Mais il y a aussi cette culture qu'il faut se construire pour être capable de se différencier et de proposer des raisonnements pas trop tarte à la crème, quoi. Bah, il est temps pour moi d'arriver à la conclusion, que j'espère réussir du coup, même si je ne passe pas le concours. Je vous remercie, je remercie nos 3 intervenants. Cette conférence sera disponible en replay très rapidement. Et merci aux internautes pour leurs nombreuses questions. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 minutes avec Gurvan Le Guellec pour une conférence sur les bachelors des écoles d'ingénieurs. Donc, vous voyez, on va passer à une autre filière de l'enseignement supérieur, comme tout au long de ces 2 jours. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.